bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Épisode spécial. Série spéciale, oui, du film La Femme cachée. En fait, on a reçu une proposition quand même assez originale et intéressante à propos de ce film-là. Voilà, le rayonnement de mon ciné. En fait, c'est l'équipe du film La Femme cachée, donc le nouveau film de Benchir Bensadek, qui prend l'affiche le 9 août au Québec. Ils ont fait eux-mêmes leur propre balado, donc 3 épisodes d'entrevues sur l'idéation avec la scénariste, avec des intervenants du film, le producteur, le réalisateur, etc. Puis ils cherchaient un canal de diffusion. Alors, ben, ça nous fait plaisir de présenter, dans le fond, ces 3 épisodes-là qui vont permettre d'en apprendre plus sur le film La Femme cachée. Rapidement, ben, c'est un couple qui s'apprête à avoir leur 2e enfant. Et cette fois-ci, ça va être un garçon. Et ça vient vraiment chambouler la mère. Alors, elle décide de retourner en France, sur Paris, si ma mémoire est bonne. Pendant les Jeux Olympiques? Oui, voilà. Pour aller confronter un peu sa famille. Ce qui arrive là-dedans, c'est que son mari, joué par Antoine Bertrand, ignorait qu'elle avait une famille et il avait dit que les liens étaient coupés et quoi que ce soit. Alors, ça va déterrer quelques souvenirs douloureux, dans le fond, dans tout ça. Et pourquoi est-ce que, soudainement, alors qu'ils ont une jeune fille, mais pourquoi est-ce que là, c'est l'idée d'un garçon qui la, disons, terrorise à ce point-là? Alors, les mystères seront dévoilés telle une couche d'oignon, comme des pelures d'oignon. Les bouleversements seront bouleversés. Mais oui, très, très bon film, très bon comédien, comédienne. Je vous encourage fortement à aller voir le film et à écouter justement cette série d'épisodes pour en savoir plus. L'exilé des exilés, un documentaire sonore de Léo Connert, musique originale de Mohamed Masmoudi, conception sonore de Norman Tonnellier, 3e épisode. Comme adulte, c'est pour une grande part dans le sport que je m'affranchis de mes frères et de mon père. En devenant ceinture noire et professeur de karaté en 2 ans seulement, je leur fais un pied de nez. Au-delà de ses vertus méditatives et artistiques, le karaté revêt pour moi un caractère très symbolique. Il est ma façon de clamer, non sans élégance, « Plus jamais un homme ne me touchera et ne me fera du mal ». En pratiquant le karaté, à ma mère, à mes sœurs et à toutes ces filles et ces femmes qui n'ont pas pu se défendre, j'adresse le message suivant. Vous n'avez pas pu vous défendre. Moi, oui. Et je le fais pour nous. C'est drôle parce que c'est drôle qu'on parle de ma mère aujourd'hui parce qu'hier, tu vois, moi je fais souvent de la visualisation. Bachir Bensadek, réalisateur et co-scénariste du film La Femme cachée. Alors je pratique des arts martiaux depuis des années. Celui que je pratique depuis des années, c'est le karaté. Ça fait faire 16 ans que j'en fais. Et donc quand je m'endors le soir, j'essaie toujours de visualiser mes katas de karaté. Ou quand je suis en train d'écrire, ou de préparer un film, j'essaie de visualiser mon découpage du film, la façon dont je rêve les scènes. Et hier, je me suis retrouvé à visualiser ma mère et à passer un temps avec elle, à la prendre dans mes bras. J'étais comme dans une espèce de songe à demi éveillé. Ma mère était institutrice en français, était prof de français à l'école primaire. Et mon père, lui, avait déjà en tête l'idée de partir à l'étranger parce qu'il voulait qu'on ait une éducation dans des écoles à l'étranger. C'était ça son objectif. Et la grande tragédie de ma mère, c'est qu'elle a dû arrêter de travailler. Alors elle comprenait qu'il fallait qu'on soit éduqué ailleurs, mais ça lui a beaucoup coûté d'arrêter son activité professionnelle. Et pendant des années, donc elle nous racontait à quel point c'était important l'instruction, à quel point elle tenait à ce qu'on fasse nos devoirs et qu'on soit des bons élèves et ceci et cela, parce que c'est ça qui l'a constituée.
moi, j'avais ma mère était une dragonne. Alors, pour moi, ma mère, c'est tout. J'ai une femme forte dans ma vie, puis elle a eu une place centrale, puis ça m'a donné ça. Mounia Ed Kaboura, docteur en philosophie. Et les femmes de ma famille sont des femmes fortes, alors la soumission pour nous, c'est... on reste quand même des femmes soumises par la culture générale. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et quand tu t'en vas ici, il faut que tu portes comme ça. Quand tu es dans ce groupe-là, il ne faut pas que tu parles comme ça. Il y a le dit, le non-dit. Ça, c'est culturel. Et je pense moi, par exemple, je me compare avec ma grand-mère qui est morte juste en 2003. C'est quand il me raconte sa vie, j'ai l'impression qu'il parle d'une histoire du 19e siècle ou quelque chose très très loin, une période très lointaine, mais elle parle juste des années 60, des années 50. Et pour moi, je veux pas vivre cette situation. Durant les années 60 et 70, la vie quotidienne, c'était uniquement des initiatives isolées, des initiatives privées, de femmes qui décidaient ou des associations de femmes qui décidaient de secouer le cocotier. Tayeb Ben Sadek, père de Bachir et ancien diplomate. Mais ce n'était pas dans un cadre organisé par l'État, bien au contraire. En 1974, il y avait eu la première esquisse d'un code de la famille initié par l'Union nationale des femmes algériennes. C'était pas une panacée, mais c'était un progrès par rapport à ce qui prévalait précédemment. Oh là 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 là! Il y a eu une véritable levée de boucliers. Des milieux les plus, je dirais pas les plus conservateurs, les plus rétrogrades. Et 10 ans plus tard, l'Assemblée nationale accouche d'un code de la famille qui nous fait revenir 50 ans en arrière. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelque chose de cocasse. L'une des femmes qui avait pris la tête de la manifestation pour protester contre ce code de la famille, c'était une héroïne de guerre et elle protestait contre cette loi dont je ne dirais pas le géniteur, mais l'un des principaux artisans n'était autre que son mari, président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas divorcé pour autant. Beaucoup les femmes aujourd'hui au Maghreb, dans le monde arabe, sont en train de se transformer. Et ils n'accepteraient plus jamais les conditions anciennes de soumission et d'être à côté ou avoir une place marginale dans la société. Parce que c'est des femmes merveilleuses et des femmes travaillantes et des femmes solides, vraiment solides. Mais c'est des femmes toujours derrière, dans l'ombre. Et c'est vrai que les femmes sont devenues des dragons en sortant et travaillant, assumant la responsabilité. Mais ils gardent aussi la tâche première, c'est la tâche de la maman et de la maîtresse de la maison. Et ça se replace tranquillement. Ces femmes que j'ai connues, qui étaient combatives, qui étaient résilientes, qui étaient insatisfaites de ce que la société avait à leur offrir, de ce que leur famille avait à leur offrir, ça fait partie des choses qui m'ont toujours façonné et auxquelles je suis souvent revenu dans mes films. Après la naissance de ma fille, je décide de reprendre contact avec mes parents. Je ne leur ai pas parlé pendant des années. Halima s'avance vers la porte d'entrée. Elle reste figée un court moment avant d'avoir le courage de sonner. Sylvain reste derrière, prenant soin de dégager Léa de son siège sans la réveiller. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre sur Boussad, 80 ans, plus vieux, mais encore vigoureux, dont l'expression passe de la méfiance à la surprise.
Sur le visage de Halima apparaît l'expression fragile de la petite fille qu'elle a été. Ma fille, mon conjoint et moi sommes très bien accueillis par ma famille. Ils sont aux petits soins avec nous. Je découvre des grands-parents aimants, attendris par leur petite fille et très attentionnés. Je suis très émue, mais ma joie de découvrir mes parents sous ce jour est mêlée de colère et de révolte. Une question persiste en mon fort intérieur. Pourquoi jadis nous ont-ils pas traités avec autant d'amour ? Pourquoi ce bonheur m'avait-il échappé ? Je dois avouer que je considère que mes 2 frères sont au final des ratés. Malik m'avoue reconnaître la responsabilité de notre frère Rachid et de notre père dans ce passé dont il souffre encore. Je le sens très sincère et ensuite troublé. J'apprends que Rachid a coupé définitivement les liens avec nos parents en leur reprochant de lui avoir assigné de lourdes et monstrueuses responsabilités durant son enfance. Rachid, lors de cette confrontation, était en furie, désespéré et menaçait de se suicider. Malik le calma en lui rappelant que tout cela était terminé, qu'il avait un enfant, un travail inspirant de professeur d'éducation physique et qu'il ne devait pas gâcher sa vie. Il confia à Nasrine « Tu nous as tous portés ». Rachid considérait donc qu'il avait eu lui aussi besoin d'être porté. Il se reconnaissait victime de la défaillance de nos parents. Je souhaite à ce moment-là le revoir, mais il décline mon invitation. Il craint d'être questionné et attaqué sur ses actes passés. Je pense qu'il ressent de la honte d'avoir été l'homme qu'il fut. Faut pas mettre sur le dos de l'Algérie et de la société algérienne tous les mots misogynes qu'on peut trouver au quotidien. Parce que c'est très facile de ramener ça à l'islam. C'est très facile de ramener ça à, entre guillemets, l'arabité ou à la berbérité ou je ne sais quoi. Mais on est aussi méditerranéen. Faites le tour de la Méditerranée et regardez, il y a 40 ans, comment dans certaines sociétés les femmes étaient traitées. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de couches qui sont accumulées et ma mère a tout fait pour qu'on se défasse de cette espèce d'atavisme, de dire « Ah non, je vais faire comme mes ancêtres, hommes. » Non. Et non. Vous allez traiter vos conjointes en égal et vous allez faire accepter que voilà, on est vos égales, à tous les égards. Je pense que depuis quelques décennies, les femmes prennent le pouvoir et elles prennent leur liberté et plus que les hommes. Ouais. Elles ont plus de courage que les hommes. Les hommes soumis sont plus nombreux que les femmes soumises. Rabat Bouberas, acteur du film La femme cachée. Mais le patriarcat, il existe encore. Mais il est complètement au lambeau. Il est au lambeau, quoi. Ouais, peut-être au Maroc, il est encore plus solide qu'en Algérie, mais il est en lambeau, quoi. C'est caricatural, le patriarcat comme il existe. On n'est plus dans l'ancien système, on n'est pas encore dans le nouveau complet, on est dans un truc entre les deux et tout. Hybride. Mais c'est normal, parce qu'écoute, pour une société, pour qu'on aura un modèle moderne, il faut que toute la société se modernise. Oui. Ce qu'on a, c'est le modernisme, c'est pas la modernité. C'est une société à la démocratie, l'expression de liberté, l'égalité, le respect de l'autre, la différence et tout ça, certainement qu'on va avancer vers. Mais pourquoi on a cette hybridité ? Parce que sur le plan politique, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de travail. Il y a pas de... La femme qui accepte la polygamie, par exemple, c'est parce qu'il y a du travail. Ouais. Moi, j'ai fait des enquêtes de terrain, les femmes acceptent parce qu'il n'a pas de travail. Elle a besoin de se marier un homme qui a déjà une femme parce qu'il a besoin d'un matériel. La femme qui accepte une deuxième femme aussi pour des raisons matérielles, parce que c'est un travail de lui dire « Ok, ciao, bye, il va aller faire sa vie ». Tout ça, c'est lié quand même à la condition politico-sociale. C'est pour ça qu'on est coincé dans un système hybride. Et c'est le seul refuge, c'est la famille. Comme il a dit Halima, son frère a 42 ans, il habite avec ses parents. Et ça, c'est en France. Au Maghreb, on trouve... Tant que le garçon n'est pas marié, reste à la maison. Tant que la fille n'est pas mariée, reste à la maison. Tout le monde à la maison, puis
il y a les parents qui travaillent jusqu'à 70 ans, jusqu'à la fin. Là. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien pour nourrir, parce qu'il y a une crise économique, il y a du chômage. C'est pour ça qu'on est encore coincé là-dedans. Je suis avec mon père au cinéma, ça finit, les lumières s'allument et on se rend compte qu'on est 3 dans la salle et qu'il y a une dame juste devant nous qui a l'air avenante, qui nous sourit, qui nous dit « Vous avez aimé le film ?» Et elle ose une deuxième question, c'est votre père ? Je dis « Oui, c'est mon père. » « Ah bon, vous allez au cinéma avec votre père ?» Je dis « Oui, je vais au cinéma avec mon père. » Elle se met à me parler et assez rapidement, je détecte un accent, une région d'Algérie que je connais bien. Et je lui pose la question. Et elle me regarde, elle me dit « Oui, je viens de cette région d'Algérie. Mais je suis né en France. J'ai grandi en France, dans telle région. » Et là, je l'entends parler. Et en la quittant, elle me dit « Au revoir, monsieur. J'espère que votre père est plus digne que le mien. » Je rentre chez moi, je téléphone à mon producteur et je lui dis « Serge, est-ce que notre source s'appelle comme ça ?» Et il me dit « Ben oui, mais comment tu as su ?» La réalité a beaucoup plus d'imagination que la fiction. Je pense qu'avec avec ce film et avec les films en général, on peut comme démêler ou faire une réflexion de la violence. Et Maria Camila Arias, scénariste du film La femme cachée. L'écriture de scénario, ça aide à être clair, à démêler quelques questions. Et je pense qu'avec le frère, on essayait de faire ça avec une thématique particulière. On raconte une histoire qui est difficile, qui est dure. Et je trouve important que les spectateurs puissent s'y reconnaître, puissent s'y projeter. L'humanité qu'ont mis nos comédiens, l'approche empathique qu'on a eue, font que ça donne des moments de vérité. Et il faut donc être à l'écoute de cette vérité-là pour ne pas la travestir, pour ne pas en faire un objet purement esthétique, mais pour en faire un objet de communion avec nos spectateurs. J'espère comme une réflexion, peut-être, des spectateurs, une réflexion, j'espère que ça touche les spectateurs, comme qu'ils peuvent connecter avec le personnage, avec l'histoire. Tu sais, je pense qu'on connaît déjà des histoires comme celle de la vraie Halima, on a entendu parler de ça, c'est vraiment comme, on habite dans un monde qui est vraiment horrible. Et je pense que les gens connaissent déjà toutes ces sortes d'histoires. Alors pour moi, c'est vraiment important que ça les touche. Ce texte qu'elle dit, son témoignage m'a absolument bouleversée. Nilda Aktouf, peintre et consultante en communication. Il touche de nombreuses femmes que j'ai connues, de nombreuses situations aussi dont j'ai été témoin. Et que ce soit d'ailleurs en Algérie ou en France ou en Suisse, en Italie où j'ai vécu, et au Québec. Alors je crois que c'est un problème universel et non pas lié à une culture en particulier. C'est juste la faiblesse humaine et elle est universelle, cette faiblesse. Alors j'espère que ce témoignage, parce qu'elle a eu le courage quand même de raconter, j'espère que ce témoignage va porter fruit et va encourager les autres personnes dans la même situation à parler. Parce que c'est là que se trouve, je pense, le problème. Beaucoup de femmes qui ont vécu ça ne parlent pas. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, on va en parler librement. La voiture est garée face à un point de vue sur la mer, au sommet d'une haute falaise. Le temps est nuageux, il y a du vent. Sylvain, devant la voiture, est pensif face à la vue. Halima et lui se regardent comme si chacun d'entre eux cherchait à sonder l'âme de l'autre. Halima sourit timidement, admire le fracas des vagues. Puis des petits coups secs sont frappés. Il se retourne. C'est Léa qui se réveille et qui cogne à la fenêtre. Sylvain la fait sortir de l'auto et l'installe sur le capot. Halima, qui n'a pas bougé, les regarde avec amour.
Ils sont très haut perchés, tout petits au sommet de cette falaise sur laquelle les vagues déchaînées vont s'écraser. Nous avons tous souffert, autant que nous étions. Je pense que mes frères étaient fondamentalement bons, pleins de promesses, mais programmés et manipulés par nos parents durant l'enfance. Je ne peux pas davantage envier le passé de nos parents. Mon père et mon frère ont commis des actes condamnables. Les limites ont lourdement manqué. Il y a eu des transgressions inacceptables. Je ne veux plus juger. Je cherche à comprendre ce qui dépasse l'entendement, à accueillir, mais je ne pardonne à personne. Le moi, véritablement souverain, jeté loin de sa transparence, est en vérité l'exilé des exilés. Lui seul peut voir les exileurs et les exilés comme les deux visages d'une unique tragédie dont les actes se jouent en totalité sur la scène intérieure. Tant que durera la fascination, tant que régnera la destruction, l'arbitraire et l'indignité, toi et moi serons des exilés. Mais si le moi véritable est l'exilé des exilés, qui sait s'il ne nous conduit pas à l'exil de tout exil? Qui sait si cet exil d'exil ne serait pas alors la clé de notre errance?